qu'au travers de tous les événements que je viens de raconter, j'espère pas trop longuement, il y a eu des changements fondamentaux dans le discours politique et dans la perception des phénomènes. Et ces discours, j'en prends un certain nombre. On remplace souvent la démocratie par la dictature de la majorité. Alors lui, c'est le populisme, mais bon. Oui. Alors oui, on peut discuter la nécessité des contre-pouvoirs. Enfin, je préfère ça à la dictature de la minorité. Bon, je suis peut-être un peu archaïque en la matière. Enfin. On remplace le suffrage universel par la démocratie participative. Soit dit en passant, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais vous allez peut-être me l'expliquer. Je ne vois pas comment une démocratie réelle peut ne pas être participative. Mais bon. Sauf à penser que des participatifs, ça veut dire qu'on a le choix que pour les plantes devant la mairie. Auquel cas, je vous dis franchement, je m'en fous. Hein. Bon. Certains proposent même de remplacer le suffrage universel par le tirage au sort. Ça, c'est la dernière mode dans certains milieux. On remplace le contrat social par l'antiracisme. Je ne suis pas, évidemment que je suis antiraciste, mais ce n'est pas le contrat social. Je vous prends un exemple auquel je suis particulièrement sensible, et si vous allez sur notre site, on a fait un article ces jours-ci là-dessus. Je trouve que je suis membre de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, qui est un auteur pour lequel j'ai une admiration sans borne. Mais pas seulement pour le Comte de Monte Cristo, que j'adore, mais parce qu'il a inventé le théâtre romantique, parce que c'est un historien à son époque, enfin, avec les méthodes de l'époque. Donc, on a vu un beau jour, il y avait sur la place à Paris, il y a une place qui était autrefois Malesherbes, et qui s'appelle Général Catroux maintenant, qui avant la guerre s'appelait Place des Trois Dumas. Parce qu'il y avait trois statues. Hein, l'écrivain et les trois mousquetaires, quoi. Son père, qui était général de la Révolution, mais qui était né esclave. Et son fils, la dame aux camélias. Voilà, il y avait les trois statues. Il se trouve que le général était en bronze, donc sa statue a été fondue par les Allemands, comme toutes les statues en bronze, sauf une ou deux, je ne me rappelle plus lesquelles, pour lesquelles ils avaient de l'admiration. Bon. Et donc, pendant des années, on a demandé que le général retrouve une statue. Il y avait un projet de Ousmane Sow, qui est un très très bon sculpteur sénégalais, qui représentait le général en train de dompter un cheval dans toute sa force, en grand uniforme. Eh bien non, sous la pression du CRAN, comité représentatif des associations noires, dans lequel se trouve représenté peu de noirs, mais ceci est un autre débat, la mairie de Paris a décidé qu'à la place de Ousmane Sow, on mettrait des chaînes d'esclaves. Si vous allez dans cette place, vous verrez des énormes machins moches, comme c'est pas possible. Et tous les ans, le CRAN, accompagné de la mairie de Paris, vient saluer la fin de l'esclavage, qui avait d'ailleurs été aboli en permettant au général de devenir général. Voilà. Donc c'est ça, le contrat social aujourd'hui. Le CRAN, soit dit en passant, a empêché une pièce l'autre jour à la Sorbonne, jugeant qu'il y avait des gens qui avaient un masque noir et que ça devait être raciste. D'ailleurs, le masque était marron, mais enfin, il n'en était pas à ça près. En plus, elle était d'Échille, franchement. Le racisme d'Échille aujourd'hui. Bon. Je continue. On remplace les luttes sociales par l'assistance. On remplace la laïcité par la tolérance. On remplace l'intérêt général par la concurrence. Parce que quand on regarde les grands traités européens, la valeur suprême, c'est la concurrence libre et non faussée. Hein. Bon. On remplace le récit de la Révolution française par le discours sur la guillotine. Et on remplace la République par l'européisme. On pourra parler, si vous voulez, des élections européennes. Moi, ce n'est pas vraiment le sujet, mais bon. Et je vous cite au passage une déclaration d'Alain Touraine, qui a dit, ça fait un certain temps, ce n'est pas mon auteur favori, mais là, pour le coup, je la trouvais assez bonne. En France, le mot libéralisme était imprononçable. On en a trouvé un autre, Europe. Je trouve que c'est bien vu. Alors, une société, elle vit par la représentation qu'elle fait des relations humaines. Et pas par le fait que le citoyen est tout seul dans son coin. Non, elle essaie de définir des relations humaines. Quand on construit la République, c'est sur une idée de relations humaines.
Et les ruptures qui détruisent la République et les principaux maux qui l'incarnent ont conduit à rendre péjoratifs les fondements même de nos institutions. Bon, je citais tout à l'heure l'article 3, souveraineté nationale, appartient au peuple. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Alors, on est à un tournant. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On peut appeler ça un cyclone, on peut appeler ça un point d'inflexion. Ça dépend de quelle est votre formation, mais c'est la même chose. Ou comme dirait Lewis Carroll, l'autre côté du miroir. Il était prof de maths, c'est pas un hasard. Et donc, on va où? C'est pas jouer d'avance. Comme je le disais, on est dans ces moments où la volonté humaine déterminera vers quoi on va basculer. On voit bien les dangers, on voit bien les risques, on voit bien les acteurs, mais ça ne dit pas d'avance vers quoi on va. Alors, on va citer le monde diplomatique quand même. Donc cet article auquel je tiens beaucoup, 2014, bonapartisme ou constituante. Et je crois que le choix devant lequel nous sommes aujourd'hui, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Alors le bonapartisme, peut-être, ça peut se dire autoritarisme ou retour à la démocratie. Bon, j'ai pris ces mots parce qu'ils évoquaient des choses dans notre histoire à nous. Il y a eu 2 bonapartismes et, comme je le disais, 6 constituantes. Mais ça peut être une vision européenne, c'est-à-dire un autoritarisme purement européen qui décide de tout et qui empêche qu'on fasse quoi que ce soit d'autre. Moi, j'ai souvenir de Romano Prodi, lorsqu'il était président de la Commission, qui disait « Mais le pouvoir n'émane pas seulement des États, il émane aussi de la Commission, bien sûr, mais aussi des États et de la société civile. » Alors là, moi je veux bien, mais c'est quoi la société civile? Parce que le problème de la société civile, c'est comme l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte. Comme on dit toujours, ça peut être des associations fort sympathiques comme les Amis du Monde Diplo, ça peut être aussi la table ronde européenne des chefs de grandes entreprises. Et j'ai vaguement l'impression que la Commission européenne écoute plus la deuxième que la première. Enfin, il me semble. Bon. Par parenthèse, un jour, j'allume la télé. Bon, il y a toujours une chaîne préenregistrée, donc je tombe sur Juncker. Je me dis que j'écoute 2 minutes et il dit « Il serait inconcevable, quand on est démocrate, que nous n'écoutions pas les citoyens, que nous ne suivions pas leurs décisions. » Je me dis « Ah ben zut, alors, ça c'est une nouvelle. » Il dit « Donc, on va leur demander s'ils veulent garder leur EDT. » C'est tout. Ça, c'est la démocratie. Il faut dire, ça se limitait à ça. Voilà. Alors, de ce fait, quand nous disons la lutte pour l'élection d'une assemblée constituante, c'est fondamentalement une lutte pour la liberté et pour la démocratie. C'est-à-dire contre toutes les contraintes qui empêchent toute autre solution que les dominations actuelles, que le discours actuel. C'est une manière de se libérer. C'est un symbole de libération. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté symbolique dans le mot constituante. Vraiment, si on le prend au pied de la lettre, un peu lourdingue, bon, encore un truc, on va voter, on ne sait pas pourquoi. Non, c'est pour ça que le processus est plus important que l'aboutissement. Il ne peut... il faut à chaque moment réaffirmer les mots qui peuvent donner sens à la constituante. Et de ce point de vue, il faut savoir aussi comment on élira les constituants et à partir de quel débat. Certainement pas le grand débat façon Macron. Bon. Par contre, nous en sommes arrivés, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement la seule solution. Il peut y en avoir plein d'autres. Mais nous sommes arrivés à l'idée que la meilleure chose serait de partir des communes. Ou des quartiers quand la commune est trop grande. À Marseille, ça ne va pas être une commune toute seule. Bon.
Et que les débats aient lieu donc dans cet endroit où les gens, enfin peu ou prou, se connaissent, en tout cas peuvent se connaître. Ils se sont sans doute croisés chez le commerçant du coin, dans l'escalier de je sais pas trop quoi, bon, à l'école. Bon. Bon. Donc, je pense qu'il y a un lien social, même diffus, mais qui peut se construire en la matière, et donc donner lieu à à ce que j'appelais la reconstruction de la citoyenneté et du peuple. Voilà. Donc, on est assez partant sur cette idée-là. Lorsqu'on l'a lancée il y a un moment quand même. Bon, l'association, elle date de 11 ans. Hein. Par contre, l'idée de faire référence aux communes, elle est plus récente, quoi, 4-5 ans. Oui, 5 ans, oui. Bon, on n'a pas trouvé beaucoup d'écho chez les maires, faut bien dire. Dans les derniers temps, il me semble qu'on en a trouvé un peu plus. On doit rencontrer un ou deux, là. Il me semble que là, ils ont évolué, qu'ils se posent la question en ces termes. Aussi parce que le gouvernement actuel, le précédent faisait pareil d'ailleurs, détruit les communes. Alors là, de façon absolument éhontée. Bon. La suppression de la taxe d'habitation, ça va donner quoi? Bien gentil de la supprimer, mais on la compense comment? Enfin bon, il y a des tas de trucs comme ça. Donc, il nous semble que de ce point de vue, il y a quelque chose qui a mûri. Alors, les gilets jaunes là-dessus. Bon, je vais en terminer par une de deux choses comme ça. Les gilets jaunes et puis un ou deux événements. Les gilets jaunes, c'est comme tous les grands phénomènes, parce que c'est un grand phénomène. Alors là, moi, je suis persuadé que c'est quelque chose profond. Même si ça s'arrête, je suis persuadé que ce n'est que le premier acte de quelque chose et que ça reprendra d'autres formes. Et de toute façon, je ne vois pas comment ça ne peut pas prendre d'autres formes. Je n'ai jamais pensé une seconde que les Gilets jaunes, c'était le peuple, mais ils ont fait ressurgir l'idée peuple. Et de ce point de vue, je pense que c'est positif. Alors, ça ne veut pas dire que dans le rang, il n'y avait pas des abrutis. De toute façon, le quota d'abrutis est le même dans toute association, sauf les amis du Monde Diplôme, bien entendu. Je précise au cas où. Mais non, je crois qu'ils ont fait ressurgir quelque chose, que au départ, ce quelque chose était fondé essentiellement sur des problèmes de pouvoir d'achat ou des problèmes de gêne dans le genre pourquoi 80 à l'heure, pourquoi, enfin bon, pourquoi est-ce qu'on nous emmerde tout le temps? Remarquez, moi j'ai la même réaction, hein, franchement. Il y a des moments, je me dis, fait chier. Bon. Donc, mais vous avez vu que ça a évolué, que c'est apparu petit à petit comme quelque chose qui posait la question institutionnelle, qui posait la question de refaire société. Et s'ils ont duré aussi longtemps, parce que bon, je sais bien que Castaner, qui occupe indûment mon ancienne circonscription, oui, j'ai pas de chance. Castaner, chaque fois, dit qu'il y en a moins que la fois précédente. Je me demande quand est-ce qu'on va arriver en dessous de zéro. Mais je pense qu'il y a quelque part dans les profondeurs du pays une forme de soutien qui permet que ça perdure. Si c'était complètement refusé, ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Alors après, qu'il y ait du bien, qu'il y ait du mal, qu'il y ait eu de violence inadmissible, bien entendu. Bon, je vois pas pourquoi on trouverait ça très bien. Bon, c'est comme quand je disais la révolution, c'est pas que la guillotine, c'est pas pour ça que j'aime la guillotine. Bon. Donc, je crois que ça a fait apparaître quelque chose de tout à fait fondamental et que ça ne disparaîtra pas. Je crois que ça oblige à réfléchir. J'ai constaté que le mot constituante, qui n'existait pas au départ, est apparu sur leur panneau. J'ai moi-même fait, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon gendre qui est graphiste. Moi, je suis incapable de tirer un trait, donc. Mais on fait un petit montage avec des panneaux gilets jaunes pour une constituante, et en particulier un qui est sous la statue de Louis XIV, là. Ouais. Ils sont 7 ou 8 pour les constituantes. Je l'ai, cette photo, si ça vous intéresse, je pourrais vous la passer. Donc, il faut prendre ça comme l'émergence, la réponse à un problème qui était latent. De toute façon, une question violente ne peut pas rester éternellement sans réponse. Et j'en termine par là.
je pense que le rejet de ce qui se passait était évident depuis longtemps. En tout cas, moi, je dirais depuis 93. Hein. Bon. Mais bon, certains diront depuis 83, mais je pense qu'on n'a pas mesuré à l'époque ce que signifiait cet événement. Maintenant, oui, ça, on le voit. Donc, depuis 93. Mais enfin, il s'est passé des choses. 2002, hein, l'échec de Jospin dès le premier tour. 2005, le traité constitutionnel européen. On s'en fout. On fait comme si ça n'existait pas et on continue. Et on dit d'ailleurs, il faut approfondir. Hein, et regardez, devant les problèmes européens, plus d'Europe. Devant la crise de la mise en place de ce qu'il faut bien appeler le système libéral, plus de système libéral, ainsi de suite. Et lorsqu'il y a eu le traité constitutionnel européen, moi j'ai fait la campagne du non, bien entendu. Enfin, bien entendu, je l'ai faite. Bon. Et un jour, je suis allé à Limoges, une commune de 110 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça, à peu près. En taille moyenne, quoi. Bon, le maire, Rodet, moi je le connaissais bien, le maire, hein, puisqu'il était sur les bancs de l'Assemblée avec moi. C'était un fanatique du oui. Donc, il nous avait donné une salle assez pourrie, bien en périphérie, 500 places. Et ça va faire un peu vide. Et bien, non seulement on a rempli les 500 places, mais il y avait 300 personnes debout et 300 dehors parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer. Il a fallu mettre des haut-parleurs. 1100 personnes, 1% de la population. 2005 est sans doute le plus grand mouvement populaire depuis la libération. Et on n'a pas mesuré ce qu'il signifiait. On n'a tellement pas mesuré, d'ailleurs, qu'on a bafoué le vote. Et à un moment, moi, j'ai fait donc un discours. À un moment, j'ai été très applaudi et je me suis demandé pourquoi. Moi, j'aime bien être applaudi, comme tout le monde. Bon. Mais il y a un moment, je ne comprends pas. Parce que j'avais fait une phrase qui me semblait plutôt un lien que vraiment quelque chose de fondamental. Bon. Je leur avais dit, bon, dans la salle, je suppose que la majorité d'entre vous est pour le non. Bon, ça paraît logique. Cela étant, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont envie de se renseigner, qui ne savent pas et qui viennent écouter, quoi. Ce qui me paraît normal. Et je pense qu'il y a même quelques personnes qui sont pour le oui, mais qui veulent connaître les arguments du non. Et c'est à cela que je voudrais dire quelque chose. Vous avez parfaitement le droit de voter oui, et j'ajoute heureusement d'ailleurs. Mais il faut que vous sachiez que votre oui ne vaut rien si vous n'avez pas le droit de voter non. Immense applaudissement. Et j'ai compris soudain que je leur avais dit liberté. Et qu'ils en avaient marre de ne plus avoir de choix, de ne plus pouvoir décider, d'avoir des contraintes dans tous les sens qui rendraient leur solution inopérante. Et j'ai compris que quelque part, ce qui se posait, c'est bien entendu la République et la démocratie, mais c'est peut-être plus que ça, l'humanisme, qui est en cause aujourd'hui. Et j'ai trouvé une phrase de Orwell qui résume assez bien le problème dans lequel nous sommes. Je crois que c'est dans 1984, et c'est Big Brother qui parle, et qui dit ceci. Tant que votre but sera de rester vivant, non de rester humain, rien ne changera. Mais à la qualité d'être humain, vous avez préféré celle d'être vivant, vous confinant ainsi dans un éternel présent et vous assurant que je serai toujours là. Ne vous en plaignez pas.